puis ensuite on passera à la première table ronde sur l'année 2024. C'est parti. Merci pour ce petit retour en images. Donc, Monsieur Rimatei à la tribune, le professeur Prudhomme, président de la commission médicale d'établissement, Dolores Orlemuro, adjointe au maire, représentant Monsieur le maire aujourd'hui, et Didier Jaffre, directeur général de l'ARS, pour nous parler de l'année 2024. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous pour être présent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Merci pour votre présence. Merci à tous ceux aussi qui ont contribué à faire de ce film une rétrospective que je crois traduit bien la diversité de nos activités et puis l'enthousiasme qu'on met et l'humanité que vous mettez chaque jour dans votre travail. On est dans un amphithéâtre pratiquement neuf à l'Institut de formation des métiers de la santé du campus Nîmes-Carremo. Donc on remercie aussi tous ceux qui nous accueillent aujourd'hui et c'est un plaisir, là encore, et un honneur de le faire. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir d'abord une pensée émue et en solidarité avec l'ensemble de la population de Mayotte, plus particulièrement avec nos collègues des centres hospitaliers et du monde de la santé qui vivent là-bas des heures difficiles, comme vous le savez, avec un nouveau passage de cyclonique en ce moment. Et c'est l'occasion pour moi, comme ça a été montré dans le film, de souligner l'effort particulier qui est fait par le CHU Nîmes et par ses professionnels soignants, dont 9 sont à ce jour participants aux opérations de secours comme pompiers volontaires. Dans le cas du dispositif Escrime, je crois que les représentants du DIF sont là, Alexandre Pissas et Conel Carré, et bien entendu dans le cadre à venir de la réserve sanitaire. Donc on continuera bien entendu à aider nos collègues d'outre-mer dans cette situation très difficile, malgré donc les tensions qui peuvent régner dans nos établissements. Je dois par ailleurs des remerciements tout particuliers, c'est ma première année parmi vous, donc à notre président de conseil de surveillance, Jean-Paul Fournier, qui est représenté aujourd'hui par Dolores Orlemuro, à notre directeur général d'agence, à notre doyenne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, de la faculté de médecine, le professeur Isabelle Lafont, et au professeur Prudhomme, qui au-delà de son métier de médecin, d'enseignant à la faculté, de chercheur, d'ancien chef de service de chirurgie digestive et de président de CME, a pris d'un temps que je vais qualifier de quantique, c'est-à-dire qu'il est un peu partout et à la fois, pour exercer un 6e métier, qui est d'accueil et de guide d'un nouveau DG dans un établissement auquel je sais, Michel, que vous êtes viscéralement attaché et pour lequel vous avez consacré votre vie. Donc un immense merci, Michel, une nouvelle fois pour votre accueil. Alors deuxième petit remerciement avant d'attaquer la rétro. Je voulais saluer mon équipe de direction, toute celle de direction du CHU, qui a su tenir bon dans la barre dans les temps agités que le CHU a connu fin 2023. Et un merci tout particulier à Eric Duperron, qui était là juste à présent à nos côtés, pour avoir assuré un intérim dans des conditions qui ont été un peu délicates, avec une loyauté et un investissement exceptionnel. C'est l'occasion pour moi de te remercier, Eric. Voilà, des 8 années que tu as passées dans cet établissement au sein de la direction générale, auprès de mes prédécesseurs comme auprès de moi-même. C'est une fidélité qui est devenue rare à ce niveau de responsabilité et nous te perdons en décembre prochain, donc c'est tes derniers vœux, avec tristesse et surtout avec une immense reconnaissance pour le travail que tu as accompli au service de l'établissement. Merci à toi. Ça peut se faire. Merci beaucoup. Alors attention à mon équipe, est-ce que ça sera quelqu'un d'autre qui introduira les veaux l'année prochaine? Voilà, donc préparez-vous.
Plus globalement, je tenais à témoigner de l'accueil formidable qui m'a été fait par toute la communauté hospitalière, mais aussi par tous les partenaires publics comme privés, depuis mon arrivée le 2 mai dernier. Votre accueil renforce ma conviction et mon enthousiasme à développer encore nos collaborations par les soins, l'enseignement, la formation et la recherche, car elles sont, je le crois profondément, une des solutions incontournables aux difficultés que rencontre le monde de la santé et qui conditionnent, sans trahir les propos de notre directeur général de l'ARS, la qualité de la réponse aux besoins de santé de la population. Alors, comme vous l'avez mieux traduit que de grands discours dans la courte rétrospective vidéo qui vous a été présentée, voilà ce que je retiens de ces quelques mois passés à la tête de l'établissement, avec 3 caractéristiques majeures du CHU de Nîmes que nous avons eu à cœur de continuer à maintenir en 2024. Alors, la première caractéristique du CHU, pour moi en tout cas, c'est l'incroyable dynamisme de son activité. Et en 2024, comme les années précédentes, le CHU a beaucoup cru, dans tous les sens du terme, de 5% en moyenne, mais plus de 10% pour sa activité ambulatoire, dans la quasi-totalité de ses disciplines médicales et chirurgicales, et soutenu par l'exceptionnelle vitalité du CHU sur le plan médical, mais aussi le professionnalisme de tous ses professionnels soignants, et on le dit moins, souvent la réactivité, le professionnalisme de toutes les fonctions, qu'elles soient techniques, logistiques, administratives, qui œuvrent souvent dans l'ombre, voilà, au déploiement des nombreux projets portés par nos 11 pôles. Alors je laisserai professeur Prudhomme le soin de revenir plus en détail sur les principaux projets médicaux qui ont été déployés l'an dernier. Il est bien mieux placé que moi pour vous en parler, et moi j'y reviendrai en quelques minutes pour le volet 2025. Et on peut se féliciter tous ensemble, je crois, du très beau résultat obtenu l'an dernier au classement du Point, avec une entrée dans le top 20 des meilleurs établissements au plan national. C'est une juste récompense pour votre travail. La deuxième grande caractéristique, même si la période Covid est venue en 2020 un peu perturber cette dynamique, c'est le CHU de Nîmes qui fait aujourd'hui partie des CHU qui ont le plus rapidement retrouvé leur activité d'avant la crise. Alors contrairement à beaucoup d'autres, sur le plan national, moi qui ai un peu vu du pays. Ça nous permet de conserver en 2024, et c'est notre deuxième grande caractéristique, un équilibre financier, un compte financier structurellement équilibré, comme on dit dans le jargon, traduisant à nouveau cette belle exception nîmoise, encore peu fréquente au plan national. Alors avec ces bons résultats financiers et budgétaires, et grâce à l'accompagnement de l'ARS, cher Didier Javre, que je souhaite une nouvelle fois souligner, le CHU a pu continuer à investir massivement dans le renouvellement et l'acquisition de son outil de travail, de ses équipements médicaux en particulier. On a dépensé quand même la somme record de plus de 16 millions d'euros cette année. Moi qui viens d'un établissement plus gros en taille que celui de Nîmes, je ne vous cache pas que ces chiffres-là en font rêver plus d'un. En particulier parce qu'on a renouvelé 2 accélérateurs, cher professeur Azria, mais je ne vous jette pas la pierre, au contraire. C'est une activité tellement importante pour nous et à quel point on a une fierté de vous accompagner dans le développement de cette activité. Ainsi que dans nos principales opérations immobilières, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur toute la communauté, avec, on l'a dit, le centre d'endoscopie, vous l'avez vu, et de diagnostic interventionnel qui a démarré en temps et en heure. La rénovation, on la voit moins ici à Carremo, mais qui est très importante aussi de tous les pavillons de Serre-Cavalier, avec l'attention qu'on doit porter au grand âge. L'Institut de cancérologie du Gard, les centres ambulatoires de radiologie et de cardiologie interventionnelle. On a dépensé plus de 54 millions d'euros en investissement cette année, et ça, c'est ce que permet notre situation financière équilibrée. À cela, il faut ajouter les efforts qu'on a fait tous ensemble en moyens humains. On a procédé à plus de 1000 recrutements en 2024, c'est pour vous dire, sur 5900 professionnels. Ça correspond quand même à un établissement qui reste très attractif et qui est très dynamique de ce point de vue-là, et on a créé pratiquement 100 postes en net sur la période. Donc le professeur Prudhomme vous donnera les données côté médical, mais c'est à peu près du même ordre de grandeur. Au-delà des caractéristiques majeures de ces 2 premiers éléments que sont la dynamique d'activité et l'atteinte de nos équilibres de gestion, je tenais à souligner une 3e caractéristique fondamentale du CHU de Nîmes. Et là encore, on la voit moins de l'extérieur, mais je peux vous dire, moi qui la pratique depuis quelques mois, elle est fondamentale. C'est son ADN qui est marqué par une gouvernance administrative partagée et originale. Alors j'en veux pour preuve, cher Michel, c'est une table ronde qui se veut aussi de proximité. Je l'ai rappelé, l'importance du binôme DGP-CME pour un établissement comme le nôtre, et j'y rajouterai volontiers l'articulation que nous formons avec notre doyenne, Isabelle Lafont, que je remercie une nouvelle fois pour l'accompagnement qu'elle a appris, nos doyens des 3 facultés de santé, les représentants de la CME, nos 11 chefs de pôle, dont certains sont présents aujourd'hui, notre directrice coordinatrice des soins, toute l'équipe de direction, et un pilotage paritaire de toutes nos délégations, qu'elles soient projets, soins, système d'info, qualité, effectif, et ainsi que la composition et le fonctionnement de directoire. Ça aussi, c'est un peu compliqué à voir de l'extérieur. On a une instance, qui est notre principal organe de gouvernance stratégique, qui est à large majorité médicale et soignante.
Donc quand j'entends plein de choses dans la presse paraître sur le directeur qui décide tout seul, le directeur qui a décidé d'eux, etc., en fait, ça ne se passe jamais comme ça dans nos établissements. Nous pratiquons depuis longtemps, en tout cas c'est le cas à Nîmes et dans beaucoup d'établissements dans lesquels je suis passé, une gouvernance partagée de nos établissements avec un pilotage qui passe bien entendu par le recueil de tous les avis professionnels avant que la prise de décision ait lieu. Et donc ce directoire, nous l'avons récemment féminisé par l'arrivée de 2 jeunes praticiennes de l'établissement, praticiennes hospitalières, et nous l'avons aussi ouvert à la médecine de ville, en y nommant le docteur Mélanie Badin. Je sais qu'elle est là, Mélanie Badin, merci beaucoup docteur d'être présent. Vous êtes présidente de la CPTS Ironie et à ma connaissance, votre nomination au sein de notre directoire est une première nationale et ça traduit notre volonté d'inscrire le CHU dans une dynamique partenariale avec tous les acteurs de santé du territoire. Et on a à cœur de préserver cet ADN bien entendu pour 2025. Enfin, en parallèle de ces 3 éléments majeurs, comme vous l'avez vu sur le petit film rétrospectif, le CHU a poursuivi sa mobilisation dans l'animation de tous ses sites. Carrémo, Serre-Cavalier, Le Gros-du-Roi, nos établissements en direction commune au Vigan, centre hospitalier du Vigan, dans les EHPAD autonomes, et bien entendu dans notre groupement hospitalier de territoire Cévennes-Gare-Camargue, avec en particulier la signature de la convention constitutive de l'équipe territoriale de médecine d'urgence, avec nos collègues d'Agnès et de Bagnoles, que je tiens à saluer chaleureusement, avancée en médecine d'urgence qui était attendue de longue date et dont le déploiement est si important dans le contexte de tensions récurrentes sur l'accueil des soins non programmés sur notre territoire. Je crois que s'il y a une réalisation emblématique en matière d'offre de soins territoriales, c'est peut-être celle-là que je retiendrai. Enfin, je ne pouvais pas terminer ce coup d'œil dans le rétro 2024, je sais que mon temps est compté, sans évoquer la poursuite et l'accélération de collaborations très actives avec nos collègues montpelliérains. Alors il y a l'Institut du cancer de Montpellier, je l'ai déjà cité, avec le domaine de la radiothérapie et de la médecine nucléaire. Je sais que le professeur Azria est là, le professeur Kotsky, je ne l'ai pas vu, mais il peut être dans les parages. Et bien entendu avec le CHU de Montpellier, avec qui nous avons mis en œuvre des partenariats majeurs sur nos activités de recours, que ce soit les TAVI, ces fameuses valves cardiaques que nous mettons en tout cas moi, et par voie transcutanée, la chirurgie cardiaque, la neuroradiologie interventionnelle, l'hémato-oncologie, la chirurgie pédiatrique, j'en passe et des meilleurs, et avec qui nous avons fêté notre 15e fédération médicale hospitalo-universitaire lors de notre dernier séminaire du groupement de coopération qui nous unit et qui encadre nos collaborations. J'en profite pour t'adresser, chère Anne, ainsi qu'au président Taourel qui achèvera, je crois, prochainement son mandat à la tête de la CME du CHU, et à toutes les équipes du CHU de Montpellier, mes remerciements les plus sincères sur le climat de collaboration actif et équilibré entre nos 2 CHU, qui s'est traduit par le dépôt de projets communs particulièrement structurants dans le domaine de la recherche territoriale, avec le projet Comet, dans l'innovation, avec un dépôt de tiers-lieux, et dans l'IA, je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, avec le projet Alliance IA en santé. Nous allons poursuivre là-dessus, je le sais, en 2025, au bénéfice de nos 2 établissements et de la population que nous desservons. Un grand merci à tout le monde. Très bien, donc j'enchaîne, c'est ça? Monsieur le député, monsieur le premier adjoint au maire de Nîmes, monsieur le président de Nîmes Métropole, madame l'adjointe au maire de Nîmes, chère Dolores, monsieur le directeur général de l'ARS, monsieur le directeur départemental du Gard, monsieur le doyen de la faculté d'odontologie, madame la doyenne de la faculté de médecine, Isabelle Lafont, qui souhaitait vraiment participer, m'a encore appelé pour me dire à quel point elle voulait vous transmettre ses vœux, qui est représenté aujourd'hui par son vice-président, son vice-doyen, Jean-Philippe Lavigne. Madame la directrice du CHU de Montpellier, chère Anne, mesdames et messieurs les chefs d'établissement de notre groupement hospitalier de territoire, mesdames et messieurs les présidents de CME, mesdames et messieurs les représentants des CPTS qui sont venus, qui sont là, monsieur le directeur général du CHU, cher Frédéric, permettez-moi, c'est la première fois. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chère Françoise, c'est avec un très grand plaisir que j'ai inauguré ces vœux. Alors je croyais qu'on avait chacun 5 minutes. Je vais essayer d'être rapide, mais vous avez quasiment dévoilé tous les projets médicaux 2024-2025, donc ça va me simplifier les choses. Tout d'abord, vous remercier. Et remercier l'ensemble des agents de ce CHU pour leur engagement encore cette année, en 2024. Tous mes vœux de 2024 ont été exaucés. Si vous reprenez la présentation de 2024, je suis sûr que vous l'avez gardée, parce que c'est tellement précieux, que vous verrez que tout ce que j'avais essayé de promettre pour 2024, ben ça s'est tenu. Sauf une chose. Une chose. Vous n'y pouvez rien,
ni les directeurs, ni l'ARS. La piste cyclable qui devait éviter de traverser ce rond-point de la mort n'est toujours pas en place. Voilà, mais ça, encore une fois, vous n'y pouvez rien. Bon, soyons un peu plus sérieux. Les temps forts 2024, puisque c'est ça qui nous a été demandé, eh bien, je débutais mes vœux de 2024, encore une fois, excusez-moi de revenir à cela, par 2024 sera donc l'année d'un nouveau DG, c'est ce que j'ai écrit. Aurons-nous la possibilité d'un choix? Je m'interrogeais. Et je terminais par « je le souhaite ». Et donc mon premier temps fort de l'année 2024, bien sûr, c'est la nomination de notre directeur général. Alors on a eu le choix, on a eu tous le même choix, et on a tous fait le bon choix. Le choix parce que notre choix a été respecté, il a été entendu, c'était une de mes craintes. Beaucoup de candidats, peu de sélectionnés, 8, 4 hommes, 4 femmes, et nous avions peur qu'ils ne soient imposés ailleurs qu'ici, ailleurs qu'avec notre directeur d'ARS, ailleurs qu'avec notre doyenne, ailleurs qu'avec notre comité que nous avions constitué. Eh bien, nous avons été écoutés. Monsieur le directeur d'ARS a porté la bonne parole au niveau du ministère, tout en respectant d'autres candidats. Et ça, je l'en remercie. Et on a fait le même choix, encore une fois, tous. Tous, on a eu ce choix-là. Et enfin, on a fait le bon choix. Alors, pourquoi on a fait le bon choix? Parce que ce qui nous était cher, cette gouvernance que vous avez citée, a été respectée, et vous la respectez. Parce que la politique projet, qui a été un peu revisitée, a été maintenue, et même améliorée. La place des chefs de pôle a été confortée. Vous avez souhaité que cette gouvernance polaire soit remise au goût du jour. J'ai vu aussi un directeur courageux devant les difficultés, et nous avons rencontré rapidement quelques petites difficultés, et aussi très diplomate, surtout pour les sujets humains, où j'ai apprécié parfois votre fermeté, mais toujours avec une belle humanité. Bien sûr, vous avez une analyse brillante de la situation, et j'apprécie grandement la fluidité de nos échanges quand nous avons à travailler. Vous avez compris, j'ai plaisir à travailler à vos côtés. Et puis, maintenant que je peux vous appeler Frédéric, je vais en user. Deuxième point, l'attractivité médicale. C'était encore une fois, je vous rappelle les faits marquants pour moi. Hein. L'attractivité médicale. Eh bien, très peu de départs de notre établissement de professionnels médicaux. Donc ça, c'est un très bon message. Autre message, c'est le recrutement. Pour moi, le recrutement de médecins, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est là où on voit à la fois la vitalité d'un établissement, qu'elle soit financière ou autre, mais surtout qu'elle attire par les projets. Qu'elle attire par les projets d'autres médecins. C'est pas tout d'ouvrir des postes, une fois qu'on a ouvert les postes, et vous en avez ouvert cette année près de 40, et il faut vous en remercier, c'est quand même un exercice important que vous avez fait. Et bien, il faut trouver des candidats. Et nous avons les candidats face à ces postes, pour dire que notre CHU est attractif. Ces postes, il y en a une ligne qui est très importante pour moi, peut-être parce que j'étais à la commission projet à l'époque, c'est les postes créés sur des projets médicaux. Et il y a près d'une dizaine de postes de médecins temps plein qui ont été créés grâce à cette fameuse dynamique des projets qui enrichit à la fois humainement nos établissements, qui assure une offre de soins remarquable, mais bien sûr qui enrichit l'établissement et qui permet cette dynamique de recrutement qui nous est si chère. Donc voilà, encore une fois, le point 2, c'était bien l'attractivité médicale qui est toujours au rendez-vous. Troisième point, c'est le ville-hôpital. Alors là, je vais faire plaisir à mon directeur d'ARS, c'est le fameux aller vers. Et je vous écoute avec attention. Aller vers, eh bien, un acte fort, déjà, d'aller vers la ville, c'est les inter-CPTS qui se déroulent dorénavant. Je vois Philippe Serraillier, qui a été à l'initiative de cela aussi, qui se déroulent dorénavant au sein du CHU. Donc vraiment, la ville est bien avec nous dans beaucoup de décisions, et nous avons beaucoup de projets en commun, et même des projets de recherche sur la prévention, sur les soins primaires, et c'est extrêmement motivant, extrêmement enrichissant, sans parler de la facilité d'accès aux soins, bien sûr, puisque c'est cela qui nous anime tous. Aller vers, c'est aussi les consultations avancées en ville que nous avons fait réaliser en gynécologie obstétrique, c'est-à-dire que des consultations d'obstétrique ont lieu sur le boulevard Jean Jaurès, dans un ancien cabinet de confrères, et nous avons donc pu délocaliser une partie
de ces consultations à ce niveau-là. C'est aussi des consultations non programmées de cardiologie. Ce n'est pas tous les jours qu'une spécialité aussi surchargée d'activités avec des délais de consultation aussi longs ouvre une consultation non programmée pour bien sûr les médecins généralistes. Bien sûr, c'est l'ouverture de la Maison des Femmes, c'est la grande ouverture vers la ville. Et puis, de façon beaucoup plus stratégique, le directeur général a dit, c'est venir vers maintenant. C'est maintenant des médecins qui participent à notre directoire. Et on l'a dit, on a parlé bien sûr de Mélanie Badin, qui est la présidente du CPTS Ironie, qui est aussi universitaire en médecine générale, qui est venue participer à l'effort, à l'activité de notre directoire. Et elle y participe, elle écoute, elle entend, elle questionne et elle attend. Et ça, c'est tout à fait remarquable d'avoir cette proximité et cet échange avec nos collègues de la ville. Quatrième point, bien sûr, il est d'actualité, j'allais dire qu'il est brûlant et brûlant de fièvre, c'est la crise aux urgences et toute l'activité non programmée. Alors, c'est un peu risqué de parler de ça, alors que nos urgences sont encore saturées, mais je me devais de le faire. Encore une fois, je reprends le terme, c'est crise aux urgences et pas crise des urgences. Tout d'abord, souligner le travail remarquable des équipes médicales et paramédicales qui ont pu endiguer l'épidémie. Je vous rappelle que lundi dernier et le week-end dernier, il y avait encore 60 patients dans le couloir des urgences qui attendaient un lit, souvent souffrant d'une grippe, alors que seulement 20% de la population est vaccinée, qu'ils étaient sous oxygénothérapie, ça nous rappelait des très mauvaises périodes, et que nous avons pu réagir et que nous avons pu, grâce bien sûr au travail remarquable encore une fois des équipes médicales, endiguer cette épidémie. Alors comment on l'a fait? On a un des rares établissements à ne pas avoir déclenché le plan blanc, on a déclenché un plan de niveau 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dédoublé des chambres seules, des sols en simple en chambre double. On avait eu la précaution de garder tous les fluides médicaux pour pouvoir faire ça. On a bien sûr reporté quelques interventions, mais pas beaucoup de déprogrammation. On a évité de rappeler tous les personnels de leur lieu de travail, de leur lieu de vacation pour pouvoir venir à l'hôpital. On a évité ça. Et on a eu, encore une fois, et ça j'en suis très fier, ce grand mouvement de solidarité de toutes les spécialités, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, pour endiguer cette épidémie, réceptionner, héberger des patients dans son secteur. Tout le monde a joué le jeu. Vous vous rappelez que c'est quand même une épidémie particulière, on est obligé de le dire quand même, puisqu'on voit que les hospitalisations pour grippe sont 2 fois supérieures à l'année dernière, 4 fois supérieures aux années précédentes. On est donc devant un phénomène épidémique très particulier, d'une virulence particulière de cette grippe. Vous vous rappelez que ce qui a été fait pour le non programmé au sein du CHU, un SAS, donc un service d'accès aux soins qui a été particulièrement performant, puisqu'il a évité, ou il a pris en charge 2000 patients par mois, 2000 patients par mois, évitant à ces patients de venir aux urgences. Il était parfaitement régulé au niveau du centre 15 par des médecins généralistes, grâce à l'appui des CPTS qui ont libéré des créneaux de non programmés pour endiguer ce flux. Et ça représente quand même 50 à 60 patients qui ne passent pas par les urgences. Parce qu'encore une fois, les urgences, ce n'est pas que la grippe ou la grippe grave, c'est aussi près dans 75% des cas des consultations externes non programmées. Nous avons aussi développé un bed management, cette fameuse tour de contrôle qui contrôle un petit peu que le patient soit à la bonne place, au bon endroit, dans les services adaptés. Il nous reste encore à faire des progrès, mais c'est tout de même une grande avancée que nous avons fait pour le non programmé. Voilà, je terminerai par le fait aussi, une petite réflexion. Nous avons créé en 2024 30 lits supplémentaires de post-urgence. On voit que malgré cette création de 30 lits, ça n'a pas endigué le problème du non-programmé. C'est bien un problème de coordination de soins, c'est bien un problème de fluidification du soin, coordination au sein de l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital, que ce soit sur le territoire de la ville, qui nous permettra d'endiguer ces flux de patients et pas de créer des lits et des lits de médecine post-urgence
parce qu'une fois que vous les avez remplis, eh bien, vous n'en avez plus d'autres. Voilà pour l'année 2024, on reviendra pour 2025, si j'ai bien compris. Je laisse la parole à Dolores. Monsieur le directeur général du CHU, Frédéric Mattei, monsieur le directeur adjoint, Éric Duperron, monsieur le président de la CME, cher Michel Prudhomme, Jean-Cédric Durand, représentant madame la doyenne, chère Anne Ferrer-Villeneuve, directrice du CHU de Montpellier, mon cher Didier Jaffre, DG ARS, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mon cher Julien Plantier, premier adjoint, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Julien. Cher Franck Proust, président de Nîmes Métropole, et Bernard Angelras, qui fait aussi partie de notre équipe, mon cher Bernard. Chers tous, permettez-moi tout d'abord d'excuser monsieur le maire, président du conseil de surveillance, Jean-Paul Fournier, qui n'a pas pu être là et qui me fait, comme d'habitude, le plaisir et l'honneur de le représenter. Alors, concernant l'année écoulée, tout a été dit. C'est très difficile, hein, messieurs, de passer après vous à chaque fois. Et encore, je ne passe pas après Didier. Donc, j'ai de la chance. Je vais essayer néanmoins de m'en sortir comme je peux. Alors, tout d'abord, je vais féliciter le service communication pour la réalisation de cette rétrospective, mais plus largement pour tout le travail qui a été effectué en 2024 pour valoriser, promouvoir l'action du CHU. Quand on fait bien, c'est bien de le faire savoir et vous le faites avec talent. Et puis en plus, vous êtes très sympa. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous quand j'en ai l'occasion. Voilà, je tenais à vous le dire. Deuxième fait marquant pour moi, tu l'as dit, Michel, c'est le recrutement de notre directeur général à la même période, souvenez-vous. J'étais ici avec vous et je faisais la promesse, en tout cas je vous transmettais la promesse de monsieur le maire de recruter un directeur dans les plus brefs délais. Certains n'y croyaient pas, bien la promesse a été tenue. Et je remercie tous ceux qui l'ont permis. Vous les avez cités, parce que nous avions besoin d'un pilote dans l'avion, nous avions besoin d'un capitaine dans le paquebot, et nous avions besoin, cher Frédéric, que vous arriviez. Et j'ai une image. Alors, ça ne figure pas dans le film, mais c'est dans ma tête. Je sortais de la mairie, et vous étiez en conclave, les uns et les autres, dans le bar d'en face, dans le restaurant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh oui, je vous ai vu. J'avais eu monsieur le maire et le directeur de cabinet, donc je connaissais la nouvelle, mais j'ai fait celle qui ne savait rien. Et je voyais la fumée blanche qui s'échappait de vos cafés. Et j'ai questionné Michel Prudhomme, et qui n'a pas tari d'éloges sur vous, Frédéric. Voilà, j'avais envie de raconter cela parce que j'aime bien les histoires d'amour, et cette histoire d'amour, elle a bien commencé. Je vous souhaite qu'elle perdure. C'est bien parti, j'ai l'impression. Deuxième remarque que m'inspirent ces images, c'est, tu l'as dit Michel, l'inscription du CHU dans la cité et la cité dans le CHU, qui démontre que ce CHU n'est pas une forteresse dans la ville, mais en fait partie. Alors il y a Nîmes qui vient au CHU, et bravo à toutes celles et ceux qui ont eu la riche idée de faire venir par exemple l'Urban Trail, cher à Julien Plantier, dans l'enceinte de Serre-Cavalier. Et puis la Feria, elle est où, Séverine? Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée. En tout cas, vous avez eu une excellente idée de faire vivre ce lieu, cet établissement qui est un vrai établissement de vie. Voilà. J'ai un regret, ceci étant, Séverine, c'est que je n'arrive pas à goûter la paella, qui a l'air toujours très appétissante. Donc en 2025, espérons que ce vœu sera accompli. Je note aussi que le CHU promeut l'esprit de solidarité qui dépasse les frontières nîmoises et hexagonales, avec l'action des internes à Dakar et le soutien à Mayotte. Vous l'avez dit, cher Frédéric, et j'ai aimé les mots qui ont été prononcés. Bravo pour cela, et merci de mettre ainsi en lumière la générosité de cette jeunesse qui aurait toutes les raisons d'être autocentrée, car ce n'est pas le travail qui leur manque. C'est un joli signe, je trouve, face à cette morosité ambiante. Notre ville, pour sa part, a soutenu Valence, souvenons-nous, à hauteur de 100 000 €.
Nîmes Métropole porte des actions de développement avec le Sénégal et Madagascar. Je suis donc très fière des actions et des valeurs portées par notre territoire à travers vous, des valeurs d'ouverture, de générosité, de fraternité auxquelles vous contribuez. Cela méritait, à mon sens, d'être souligné. Excusez-moi, hein, merci. Au final, il y aurait tant à dire. J'ajouterais qu'en 2024, à chaque fois que vous avez eu besoin que je sois présente, je l'ai été. Et à travers moi, monsieur le maire, l'équipe municipale, pour vous exprimer notre soutien, notre reconnaissance, notre admiration aussi, pour vous tous. Je salue, s'il est là, Sylvain Granier, qui me fait l'honneur chaque année, je ne sais pas s'il est là, et voilà, chaque année de m'inviter à ces formidables colloques sur le facteur humain en santé. Je salue également les lauréats du Trophée de l'innovation, qui sont des marqueurs de la vitalité de cet hôpital et qui, avec le soutien des partenaires, a permis de mettre en lumière les talents au masculin, mais beaucoup au féminin. Je sais, Didier Jaffre, que vous partagez, que nous partageons cette préoccupation de féminisation de ces métiers. Je tiens aussi à souligner l'action innovante de la psychiatrie, qui a bien compris l'enjeu d'aller vers, notamment d'aller vers la jeunesse en souffrance, où qu'elle se trouve, et avec le soutien de la ville, avec le projet de Psytruc. De la même manière, nous avions conscience que le destin de l'hôpital et de la médecine de ville est lié, et que nous devons chacun agir pour fidéliser sur notre territoire les jeunes médecins. La soirée des jeunes internes que nous avons initiée en est une expression. J'ai été très sensible à votre invitation à la soirée des internes de première année, à laquelle j'ai participé avec l'Office du tourisme pour la première fois, grâce au soutien de mon collègue et ami Xavier Doué. En conclusion, je vous remercie pour tous pour l'année écoulée, tous ceux qui ont été évoqués dans ce film et ceux qui ne l'ont pas été, mais qui contribuent au fonctionnement et au rayonnement de notre CHU, de l'homme ou la femme d'entretien. Je sais que Frédéric est très sensible à l'entretien. Moi, je l'ai vu du haut de son mètre 90, 15, 2 mètres. Voir au loin des papiers qui étaient par terre lorsqu'ensemble nous sommes allés visiter le SAMU et les urgences et aller les ramasser. Et oui, Frédéric, nous partageons cette névrose tous les deux. Je salue l'aide-soignante, l'infirmier, l'équipe de l'IFMS et Pierre-Yves Paquet, en passant par le directeur de la stratégie financière, Vincent Braillant, dont je suis fan. Cet homme parvient à faire danser les chiffres et nous redonner de l'espoir. Il est où? Je salue bien évidemment les chirurgiens, les anesthésistes, les radiologues, tous ceux qui gèrent les bâtiments, les personnels administratifs, tous ceux à qui nous avons remis une médaille de travail pour les 30 ans. Eh oui, je n'ai pas oublié. Ils étaient à peu près 400, c'est ça? 400. Et dans mon classement, dans notre classement, avec mes collègues élus présents, pas le classement du point, c'est le nôtre, vous êtes number one, les premiers. Quand il faut faire face aux urgences et à cette tension, au sens propre et figuré, vous êtes là. Quand il faut soutenir les Alésiens, les Bagnolais, vous êtes là. Quand il faut innover, vous êtes là. Quand il faut rechercher, vous cherchez et vous trouvez. Quand il faut créer du lien avec les voisins montpelliérains, vous êtes là. Merci à toi, Éric Duperron. J'aurai l'occasion de te remercier quand le moment sera venu également. La ville vous dit merci à tous. Voilà, j'en ai terminé. Merci Dolores pour cette délicate tâche qui me revient de conclure. Bien, Michel a bien fait les choses, en plus il a fait tout le protocole tout à l'heure. Donc je vais commencer par le saluer lui-même, parce que du coup il ne s'est pas salué, mais je salue bien entendu l'ensemble des parlementaires, des élus,
des usagers, des professionnels, monsieur le doyen, madame la dirigée du CHU de Montpellier, monsieur le président du conseil territorial de santé du Gard, parce que je pense que c'est extrêmement important que vous soyez là et merci pour votre présence, l'ensemble des professeurs, des docteurs, des personnels, quel que soit votre métier, et bien entendu, monsieur le président de la CME, cher Michel, et monsieur le directeur général, cher Frédéric, et puis l'ensemble de l'équipe de direction qui est dans la salle. Tout a été dit, donc en fait je n'ai rien à dire, si ce n'est que revenir sur quelques fondamentaux. Le premier, ma première pensée, elle va aux usagers du système de santé, du centre hospitalier universitaire de Nîmes, usagers que d'ailleurs individuellement nous sommes toutes et tous, et que vous représentez et que vous servez. Ces usagers, ils sont, indépendamment des épidémies, de plus en plus nombreux, ils vieillissent de plus en plus, c'est l'attrait de notre région, c'est l'attrait du département, les chiffres 2024 ne l'ont pas démenti, nous sommes la région la plus attractive de France, la plus dynamique, dans un des départements les plus dynamiques, ce qui signifie que nous devons être à la hauteur pour eux, et que nous ne devons que développer notre offre de santé. Il ne faut jamais se poser de questions, toutes vos initiatives sont les bonnes. Tous vos projets sont les bons, parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui, c'est des décisions pour dans 20, 30 ans. Et dans 20 ans, le 1 million d'habitants en plus en Occitanie, il sera là. Et nous devons être en capacité, avec les bonnes décisions que vous aurez prises, et vous les avez encore montrées cette année en 2024 avec la rétrospective, nous ne serons pas face au mur, puisqu'on le sait tous. J'en veux pour preuve le numerus clausus, quand nous n'avons pas su le supprimer à temps, ensuite on se retrouve au mur. Et généralement ça fait mal. Donc évitons ça et encore une fois, ce qui doit toutes et tous nous réunir, c'est de faire face aux besoins qui ne cessent d'augmenter. Comment y faire face? Alors, vous l'avez dit, monsieur le président de la CME, effectivement tous ensemble. Impératif que les élus que vous êtes, les professionnels de ville, hospitaliers, du médico-social, du social, les usagers, parce qu'on ne fait rien sans les usagers et leurs familles, et puis les institutions de temps en temps, que sont l'État, que sont l'assurance maladie et l'ensemble des services, ça ne peut être qu'ensemble qu'on peut faire avancer notre système de santé comme vous savez le faire. Je crois que dans ce département, là aussi, dans ce CHU, de nombreuses réalisations en 2024, qui me fait d'ailleurs me faire sillonner le département pratiquement tous les jours, et c'est toujours un régal, mais que ce soit dans les Cévennes, que ce soit vers Pont-Saint-Esprit, que ce soit ici à Nîmes, que ce soit au Grau-du-Roi, il y a des choses magnifiques. Voilà. Et vous savez, toujours innover, toujours le faire, et c'est l'excellence aussi de la recherche, de l'innovation, dans le cadre d'une faculté Montpellier-Nîmes, qui est certainement une des plus attractives là aussi de France. Et ce n'est pas uniquement le soleil, c'est avant tout la qualité, l'expertise des femmes et des hommes qui font cette faculté, qui font l'enseignement, qui font la recherche, et je pense qu'il faut le souligner, c'est ça que nos jeunes viennent chercher quand ils se battent pour avoir les postes dans nos facultés. Donc cette coopération, elle est effectivement essentielle. Vous êtes, bien entendu, un centre hospitalier de proximité pour la métropole de Nîmes, mais vous êtes aussi un établissement départemental, régional, extra-régional. Puisque, Michel, tu l'as souligné dans la période épidémique que nous suivons, mais j'ai cru comprendre que beaucoup de patients étaient aussi originaires de l'autre côté, si j'ose dire, de la frontière régionale. Et nous n'avons rien contre nos amis de Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement être là. Et puis, moi, je voudrais aussi saluer l'engagement des professionnels, ça a été dit, de tous les professionnels du CHU. Vous connaissez ma devise. Pour moi, chaque fonction est importante. Ça va du cuisinier, en passant par l'électricien, du docteur à l'infirmier ou l'aide-soignante, du directeur de la communication, bien entendu les pharmaciens, les biologistes. Puis alors là, si je me lance dans la grande famille, l'énumération de la grande famille hospitalière, forcément j'en vais en oublier, mais tout ça pour vous dire que c'est effectivement une famille. Et que si les uns et les autres ne travaillaient pas ensemble, ça ne pourrait pas fonctionner. Et je pense que l'excellence du métier de la santé, je salue monsieur le président de la commission spécialisée de l'offre de soins, que j'ai vu arriver tout à l'heure, bonjour Emmanuel, c'est ça qui fait votre beauté.
Cette coopération, elle a été soulignée en 2024, a été aussi le renforcement de la coopération avec le CHU de Montpellier. C'est la grandeur aussi du service public hospitalier. C'est la coopération avec les établissements du Gard. Je pense à Alès, avec un nouveau directeur aussi, Frédéric, à Bagnols, et puis l'ensemble des établissements. Quand je vois ce que vous avez su faire au Vigan, avec le centre de santé, à côté de l'hôpital, ce parcours qui gravit dans la montagne, finalement, on est capable de faire en sorte que la santé pour tous, partout, c'est bien possible. Et si c'est bien possible, c'est vraiment grâce à vous, grâce à votre engagement sans faille. Et finalement, il n'y a jamais de hasard. Vous l'avez dit, et Dolores l'a rappelé, il faut rendre hommage à l'ensemble des soignants et des professionnels de santé. Qu'est-ce qui fait que le CHU de Nîmes, finalement, fonctionne? Ben, je pense que c'est le climat qui y règne au sein de ce CHU. C'est le fait qu'il n'y a pratiquement pas de postes vacants. C'est le fait que vous savez recruter et investir dans les professionnels de santé. Et donc, il n'y a pas de miracle. Même si monsieur le directeur des affaires financières est un génie, qui ça a été salué, eh bien, en fait, c'est ça qui fait que l'établissement, il est équilibré. Enfin, non, il est excédentaire, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? Parce que chaque année, je connais le refrain, n'est-ce pas? On me dit au mois d'octobre, novembre, aïe aïe aïe, on ne va jamais y arriver. Puis finalement, je ne sais pas quel hasard se traduit pendant la trêve des confiseurs. En fait, non, il n'y a pas de hasard. C'est simplement parce que, comme vous avez l'ensemble des personnels, comme les services sont ouverts, comme bien entendu il y a de l'activité, eh bien votre établissement, il est excédentaire. Et en fait, les financements, c'est toujours la résultante d'une organisation qui va bien et d'un fonctionnement. C'est jamais un objectif en soi. Et c'est ça que vous avez su comprendre ici au CHU de Nîmes, qui pour la Xème année consécutive est hors cadre. Puisque Frédéric et Michel l'ont dit, quand vous comparez aux autres CHU, nous n'arrivons même pas à le mettre dans le diagramme, tellement il est performant. Bon, mais non, ne rougis pas, madame la directrice générale de Montpellier, bientôt tu seras hors cadre aussi avec le CHU de Montpellier, je n'en doute pas une seconde. Le point l'a révélé. Nous avons nos 3 CHU, alors, je parle de la région, celui est en premier de Toulouse, Montpellier 4e, Nîmes 18e, ce qui fait de la région la première région dans le classement du point. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'est toujours bon à prendre. Donc un grand bravo à vous, voilà ce que je voulais retenir, avec bien entendu m'associer à tout ce que vous avez dit, parce que chaque petite action, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement, voilà, et il est vrai que moi je me réjouis que le binôme que vous avez su constituer entre le président de la CME et le directeur général, sans oublier bien entendu la direction des soins, sans oublier la présidente du conseil de surveillance, puisque finalement tout ça forme un tout. Bien entendu dans les compétences des uns et des autres. Mais si tout le monde s'entend bien, ça ne peut qu'au fonctionner. Et surtout, alors ça c'est la partie d'après, donc il ne faut pas que je la dise, mais vous avez su encore une fois relever les défis, porter les projets. Je me souviens que vous aviez une crainte l'année dernière à cette même tribune. Allez-vous vraiment nous laisser porter? Eh bien oui. Alors de temps en temps, de manière un peu spéciale, n'est pas sur l'hospitalisation à domicile. On vous fait faire quelques circonvolutions pour que vous y arriviez. Mais le tout, encore une fois, c'est que vous arriviez avec vos professionnels à prendre en charge l'ensemble des usagers qui sont là. Donc vraiment un très très grand bravo et surtout un très très grand merci à l'ensemble de la communauté que vous êtes ici représentée dans la salle. Bien, deuxième projection avant d'aborder l'année 2025.
choisi la guitare flamenca, pour ceux qui aiment bien. C'est pas anodin, c'est parce qu'en ce moment il y a un très beau festival de musique flamenca et au-delà de la musique, de chant et de danse dans la ville de Nîmes, on vous encourage à y aller. C'est un spectacle magnifique. Il y a le IN, bien entendu, au théâtre de Nîmes et dans de grandes salles nîmoises, mais il y a aussi le Off avec plein de belles choses qui se passent dans les bodegas nîmoises, donc on vous encourage à y aller. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème musical. Pour 2025, et comme le montre une nouvelle fois très bien le petit film d'intro, au-delà de la réponse qu'on évoquait tout à l'heure sur les événements imprévus, les épisodes de tension, sur les soins non programmés, que Michel Prudhomme a parfaitement décrit, qu'il réévoquera tout à l'heure, ma perception est qu'on a 3 défis devant nous pour 2025. Premier défi, c'est conforter notre positionnement et l'excellence hospitalo-U de notre établissement, en accompagnant activement les projets d'ores et déjà engagés, et plus important peut-être encore, c'est de préparer dès à présent, vous le disiez tous les 3, ceux et les projets qui feront le CHU dans les 20 à 30 prochaines années. C'est jamais facile de faire les deux en même temps. Le deuxième gros défi qui nous attend, c'est d'approfondir et développer nos coopérations territoriales, bien entendu, avec l'ensemble des acteurs de santé, et insérer pleinement notre établissement dans l'écosystème académique, scientifique et économique de son territoire. Le CHU, au-delà du fait que ce soit le premier employeur du Gard, c'est aussi en fait un acteur économique, c'est aussi un acteur culturel, c'est un acteur scientifique. Il a plein de cordes à son arc et il faut l'intégrer dans son écosystème. Enfin, le troisième défi, c'est de conforter l'attractivité. On a dit que c'était un des mots clés qui permettait et qui sous-tendait finalement tout le reste, en construisant, ça c'est un peu ce qui se verra sans doute moins de l'extérieur de notre établissement, les premières briques d'un projet managérial ambitieux, et en nous dotant, au niveau du CHU, d'une véritable stratégie de responsabilité sociétale et environnementale, la RSO de nos organisations. Alors, un premier défi, c'est de conforter notre positionnement et l'excellence hospitalo-universitaire dans toutes nos grandes missions, soins, enseignement, formation, recherche, innovation, auxquelles nous avons rajouté, je crois, tous ensemble, le mot prévention. Alors, la continuité, ça passe d'abord par la finalisation de la programmation de nos projets immobiliers, d'ores et déjà validés et financés, comme c'est le cas dans le film, par le Ségur de la Santé ou les fonds d'intervention régionaux de l'ARS, je tiens à le souligner, en remerciant une nouvelle fois l'agence pour son aide précieuse en la matière. Alors pour en citer quelques-uns et ne pas faire trop long, il y a la pédiatrie qui va nous occuper, je sais que le professeur Tran est là, on va créer, on va le dire comme ça, un hôpital d'enfants à Nîmes, voilà, au sein du pavillon 3 qui est un pavillon existant. Ce ne sera pas un pavillon neuf, mais par contre ce sera un pavillon tout neuf à l'intérieur et on espère qu'il portera, professeur, les projets et la pédiatrie de demain, d'aujourd'hui et de demain. On a un autre gros projet qui nous occupe, ces projets-là étant liés sur le plan immobilier pour des tas de raisons, de maladies chroniques. Engagement majeur aussi pris par l'ensemble du CHU de longue date, avec toutes les disciplines médicales de spécialité, j'ai vu le docteur Gillet qui était là, avec un plateau ambulatoire, mais aussi des hospitalisations conventionnelles rénovées, et la restructuration des tours CED, vous savez, c'est les tours en briques rouges qui sont un peu la signature architecturale qui disparaîtront bientôt, non pas les tours, mais leurs façades, pour la rénovation énergétique qui est en cours, mais qui accueilleront dans ces tours CED donc l'ensemble des disciplines de spécialité concernées prioritairement par l'enjeu des maladies chroniques. On parlera aussi d'oncologie cette année, avec la mise en œuvre des 2 dernières phases de l'extension de l'Institut de cancérologie du Gard. Il y en a une qui est déjà dans les tuyaux, qu'on ne voit pas encore apparaître sous un format chantier, mais Christophe, je me tourne vers toi, ça sera très prochainement en chantier, avec une livraison donc, dans les mêmes ordres de grandeur que le CEDI en fin d'année 2026. Et puis il y aura une autre période d'extension qu'il va falloir programmer dès l'année prochaine. C'est pour ça que je tablais sur cette consolidation et cette concomitance des choses si nous voulons programmer la future extension, cette fois-ci plus globale du bâtiment. On va parler gériatrie et grand âge. Je sais que le professeur Le Guillou est présent aujourd'hui aussi. Voilà, et avec la poursuite de la rénovation en cours des pavillons de Serre-Cavalier, Séverine qui suit ça aussi de près. Et la rénovation, on le sait moins, Philippe Calvez était présent, de l'EHPAD de Sauve, qui est un sujet majeur aujourd'hui aussi en termes d'accès aux soins sur le territoire, pour ne citer que ces 2 opérations majeures. Rajoutons à cela la priorité donnée à la finalisation d'un programme que vous avez vu apparaître, qui est la rénovation et l'extension du service d'accueil des urgences. Il y a des urgentistes présents dans la salle, le chef de service est là, merci docteur d'être présent, docteur Jean Grandpierre, dont nous avons souhaité, je crois, d'un commun accord élargir l'assise immobilière qui a été initialement prévue et la doter d'un budget d'investissement qu'on a multiplié pratiquement par 3. Je ne le dis pas pour jeter des fleurs, mais je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui si on veut donner une vraie visibilité de moyen terme pour l'amélioration des conditions de prise en charge des patients et des conditions d'exercice des professionnels. C'est aussi lié avec un très beau projet médical et soignant qui la soutient.
C'est aussi poursuivre le virage ambulatoire très largement entamé par le CHU, nous l'avons vu, grâce au centre ambulatoire que nous avons ouvert l'année dernière en imagerie et en cardiologie interventionnelle, mais c'est aussi le CEDI qui est en chantier, donc le centre d'endoscopie digestive et interventionnelle sur les activités d'endoscopie. Michel le connaît par cœur et parlera mieux que moi de tout ça. Et nous développerons, comme déjà mentionné, l'ambulatoire médical dans le cadre des maladies chroniques. Il faut aussi faire du CHU un acteur majeur du virage domiciliaire en corrigeant prochainement, grâce à l'appui de l'agence et au dynamisme des professeurs Ouédé et des professeurs Di Maio, une anomalie qui avait commencé à s'installer insidieusement en retrouvant notre capacité à développer dès 2025 2 très beaux projets d'hospitalisation à domicile. Je suis un fervent convaincu que les CHU ne peuvent pas être absents de cette virage domiciliaire. Quand on se pose la question de savoir comment on va faire pour gérer les malades demain, comment on va les traiter aussi différemment que par les prises en charge hospitalières, je pense que le virage domiciliaire, qui n'est né qu'à ses débuts, comme l'était l'ambulatoire il y a 30 ans d'ailleurs, entre parenthèses, est un enjeu fondamental dont les CHU ne peuvent pas être exclus, et au contraire, ils doivent faire la même preuve de recherche, d'innovation, de qualité qu'ils l'ont fait pour les prises en charge ambulatoires sur le plan national. Donc avec les chimiothérapies et la prise en charge des nouveau-nés à domicile, ce qui est une offre non existante et qui montre aussi que grâce à un partenariat original avec nos collègues de Bagnols-sur-Cèze, que je remercie une nouvelle fois, et en complémentarité avec les offreurs privés qui n'ont pas cette offre aujourd'hui et qu'on va bien entendu coordonner tous ensemble. Au total, si on se résume, on a quand même un beau plan de charge devant nous et puis un plan d'investissement qui couvre quand même 300 millions d'euros sur la période des 5 prochaines années. Donc on sait aussi joindre, je crois, le geste à la parole, si bien entendu les conditions financières d'exercice de l'établissement se maintiennent, ce dont nous serons très vigilants à conserver. Ça, c'est pour la partie de ce qui nous occupe déjà en continuité. Il y a préparer l'avenir aussi. C'est aussi finaliser la réflexion entamée il y a de nombreuses années sur notre schéma directeur immobilier. Christophe est parmi nous, en y incluant tous les enjeux majeurs qui auront à trouver une traduction patrimoniale. Alors pas demain, bien sûr, le demain on en a déjà parlé, mais après-demain. En particulier pour donner aux activités chirurgicales et interventionnelles qui se développent très rapidement et qui sont aujourd'hui bridées dans leur développement par l'immobilier actuel et n'ont plus cette marge de manœuvre alors qu'elles se développent beaucoup. Nos grandes fonctions médico-techniques, ça a été souligné par tous les intervenants précédents, l'imagerie, la biologie, bloquées dans leurs locaux actuels, là encore, pour des sujets immobiliers. Les activités ambulatoires de psychiatrie, dont on parle aussi beaucoup moins, éclatées, parfois dans des environnements vétustes. L'installation d'un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, que notre doyen qui est présent, je ne sais pas où il est, notre doyen dans... Voilà, et pardonnez-moi, que vous savez que vous appelez de vos voeux et que nous appelons avec vous pour trouver des solutions immobilières d'abord qui pourront ensuite l'accueillir, et puis le déploiement de nos nouvelles autorisations de SMR, si nous les obtenons bien entendu, et je parle au conditionnel, voilà, puisque nous sommes en cours d'examen. J'en profite pour passer quelques messages subliminaux comme c'est d'usage. Préparer l'avenir, c'est aussi assurer le développement d'une offre de formation de qualité sur tout notre territoire, avec le dépôt, et nous l'espérons, l'obtention des autorisations nationales nécessaires. C'est aussi un message politique pour tous ceux qui voudront bien l'entendre, d'obtenir les autorisations pour déployer l'Institut de formation au métier de la kinésithérapie, un IFMK dans notre jargon, sur le campus santé de Nîmes-Carremo, en lien étroit avec la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, qui porte le projet et avec qui nous l'avons co-construit, au bénéfice des étudiants de notre territoire et de tous les acteurs de santé comme de la population gardoise. Je crois que c'était aussi quelque chose de très attendu que nous avons réussi à finaliser avec votre aide, Michel, avec celui du professeur Duperron et de tous les acteurs qui ont permis en tout cas la production de ce très beau projet et son dépôt aux autorités de tutelle. Préparer l'avenir, c'est aussi nous doter d'une stratégie de recherche et d'innovation au meilleur niveau d'ambition. Dans le cadre de la prochaine visite du comité chargé d'évaluer nos établissements en la matière, qui s'appelle l'HCERS, et qui vient en 2025 nous voir, comme ils viendront voir le CHU de Montpellier et l'Université de Montpellier-Nîmes, l'Université de Montpellier, pardonnez-moi, et refondent en conséquence le pari. C'est notre plan d'accompagnement à la recherche et à l'innovation, qui est doté de plus de 3,5 millions d'euros annuels, 3,5 millions d'euros annuels, pardonnez-moi, pour le rendre encore plus performant, mais sachez qu'il est déjà exceptionnel au plan national, et c'est tout l'enjeu de la refonte de cette stratégie de recherche et d'innovation. En innovation, juste un exemple, nous allons signer très probablement avant la fin du premier trimestre un très beau contrat de partenariat avec un industriel référent d'imagerie qui n'a que 3 partenaires du même type en France, que sont Rennes et les Hospices Civils de Lyon. Nous allons être en excellente compagnie. Je salue le professeur Bérégy qui est à l'origine en tout cas de cette démarche-là, auquel nous avons adjoint d'autres disciplines qui sont l'imagerie interventionnelle, la cardiologie et les soins critiques, au-delà de l'imagerie qui était déjà représentée. Et c'est le signe que nous sommes capables d'attirer sur notre territoire des industriels de référence qui vont nous aider à innover
en nous mettant à disposition ces innovations avant les autres et à bien entendu concevoir les innovations médicales de demain. Je crois que c'est un très bon signal pour notre établissement et pour le territoire. Enfin, préparer l'avenir, c'est aussi finaliser notre réflexion stratégique que nous avons initiée au cours des derniers mois sur les entrepôts de données de santé, sujet que je connais bien pour l'avoir pratiqué beaucoup dans mes établissements antérieurs et que connaît bien aussi ma collègue Anne Ferrer ici présente. Et cette mission, on l'a confiée au pilotage de Thibaut Murat et de notre DSI Christian Séchant qui est présent. Et nous souhaitons corriger une anomalie qui fait de notre CHU le seul CHU français à n'être pas identifié et retenu au titre des financements accordés aux EDS, donc aux entrepôts de données santé en construction. Il faut maintenant que nous avancions. Deuxième grand défi, c'est approfondir les coopérations. Alors, il y a toutes les coopérations qui tournent autour des acteurs de santé, dans les domaines du soin, de l'enseignement, de la formation et de la recherche, pour jouer le rôle qui est attendu du CHU dans le recours et la référence, comme ça a été dit, comme dans la proximité, pour des soins de qualité, accessibles à tous, à l'ensemble de la population, avec une logique de gradation du territoire, dans notre groupement hospitalier de territoire, mais pas que, et en complémentarité avec les offres de soins existants. On sait qu'il y a un enjeu majeur d'accès aux soins dans la santé aujourd'hui, et que le rôle de l'établissement, c'est de soutenir ceux qui font des soins de qualité et de les aider, mais aussi de grader ces filières de soins et de permettre comme ça un accès facilité aux soins et aux meilleures qualités sur tous les endroits du territoire. En lien avec nos 3 facultés de santé, on va aussi parler de formation territorialisée et d'une recherche, elle aussi territoriale, en permettant un accès aux traitements innovants sans discrimination au plus grand nombre. Donc notre président de CME vous parlera après moi de la finalisation en cours des travaux sur le projet médical de territoire, et je crois que ça va être une étape très importante pour justement finaliser cet aspect-là des choses. En matière de recherche, on a un très beau projet qu'on va déployer avec l'université de Nîmes et l'ESBAN, l'école des beaux-arts de Nîmes, qui s'appelle le projet Gardner, sur les risques environnementaux, en particulier les risques territoriaux. Et nous allons poursuivre une politique de collaboration renforcée aussi, et bien entendu prioritairement, avec l'ensemble des composantes de l'Université de Montpellier, les unités mixtes de recherche, et bien entendu les équipes du CHU de Montpellier et de l'ICM, de l'Institut de cancérologie de Montpellier, pour être mieux identifiés au sein de l'ICIT de Montpellier et renforcer notre présence et notre contribution sur le volet santé de l'établissement public et expérimental montpelliérain qui gère l'ensemble de ces aspects santé. Deuxième grand enjeu, sous-enjeu sur cette partie-là, c'est développer encore nos liens avec tous les acteurs institutionnels, nos usagers, les collectivités territoriales, les universités Nîmes et Montpellier, les acteurs économiques et industriels, les partenaires associatifs, j'en passe, pour contribuer de façon concrète au rayonnement de tout l'écosystème. Moi aussi, je suis quelqu'un de très convaincu que les CHU ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans et qu'ils sont aujourd'hui au cœur de leur territoire, qu'ils se développent sur une interaction qui peut être santé, mais pas uniquement. Elle est aussi industrielle, économique, culturelle. On aura l'occasion d'en parler, avec de belles collaborations à venir avec la ville de Nîmes et avec l'ensemble des collectivités qui voudront s'y joindre. Enfin, le dernier défi, ce sera de renforcer l'attractivité de notre CHU en nous appuyant sur les professionnels eux-mêmes. Nous sommes les premiers et les meilleurs avocats de notre établissement et en initiant 2 projets majeurs à ce titre. Le premier projet, c'est poser les briques d'un projet managérial qui est absent malheureusement de notre projet d'établissement qui a été voté fin 2022. Et le deuxième grand sujet qui va nous occuper en la matière, c'est une véritable stratégie en matière de responsabilité sociale et environnementale. Alors comment on va faire sur le premier ? Je donne quelques pistes et bien entendu tout reste à construire. D'abord, entamer une délégation de gestion pleine et entière au pôle d'activité, d'instaurer une contractualisation interne qui soit vraiment au niveau stratégique attendu et qui vise à donner au pôle d'activité, mais comme aux services, au sein des pôles, leur juste place dans la gouvernance interne et à garantir une bonne adéquation entre nos projets de pôle, de services et le projet d'établissement et permettre à tous les acteurs de bénéficier de circuits de décision lisibles et simplifiés et d'apporter une réponse de proximité plus simple, plus efficace, sans doute, aux ajustements du quotidien. Deuxième problématique sur la partie managériale, c'est de poursuivre les démarches d'accompagnement des cadres comme des chefs de service lors de la prise de fonction, mais aussi au long cours, en capitalisant sur les travaux menés dans le cadre des corps des ANAP. Alors l'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance hospitalière, mais sachez qu'elle fait un travail remarquable d'accompagnement sur les aspects managériaux. Enfin, je terminerai par là, l'ensemble des dimensions que nous appelons la responsabilité sociétale et environnementale des organisations, avec un spectre qui va de la qualité de vie au travail, ça a été dit et montré dans les films. Il y a plein de choses qu'on peut encore faire et qui sont déjà très bien. Il y a l'égalité femmes-hommes, il y a la prise en charge du handicap, je sais que vous y êtes très sensible, Dolores, et plus largement l'inclusion sous toutes ses formes,
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on en a longuement discuté lors de l'accueil des nouveaux internes, la déontologie, la prévention des conflits d'intérêts, jusqu'au soutien aux initiatives déjà nombreuses au sein du CHU en matière de résilience aux risques environnementaux. Alors ça, on va se servir aussi de Gardéner, mais pas uniquement. Mais aussi et surtout à la diminution de l'empreinte environnementale de nos activités, qui doivent dès à présent se traduire par une véritable stratégie qu'on porte sur le plan institutionnel et auquel on donnera les moyens nécessaires. En tout cas, c'est le vœu que je forme aujourd'hui. Pour avoir activement contribué à la réflexion nationale des CHU en la matière, qui a abouti à la signature au printemps 2023 par les ministres, alors ceux de l'époque bien sûr, ça change assez vite en ce moment, d'un pacte d'engagement dans la transformation écologique commun aux 33 CHU, j'ai la conviction que nous pouvons faire du CHU Nîmes un établissement d'avant-garde dans la matière. Nous rejoindrons en cela, je crois, l'ambition forte portée par Nîmes Métropole et la Marianne d'Or, qui, je crois, a été obtenue en octobre 2024. Et en vous remerciant tous et toutes une nouvelle fois pour votre accueil, pour votre dynamisme, pour votre investissement et votre humanité, je forme pour vous et vos proches mes vœux les plus sincères pour 2025. Très bien, j'espère que vous avez enregistré les vœux de cette année, parce que là, tout est dit. Et on parlait de temps en temps, en toute discrétion, de la feuille de route, mais là, vous l'avez tracée, la feuille de route, donc elle nous convient, enfin, elle me convient bien. Et je suis très rassuré de tout ce que vous avez dit, de tout ce que vous avez proposé pour l'année 2025. Je n'ai pas grand-chose à dire, du coup. Donc, je pourrais passer la parole. Tout a été dit. Cependant, quelques petits points quand même à préciser. J'en profite. Continuons cette démarche projet. Continuons cette démarche projet. C'est notre force, je le dis souvent, c'est notre ADN. C'est ce cercle vertueux de notre politique projet. Parce que tout part évidemment de l'amélioration d'une offre de soins, puisqu'il faut quand même mettre cela comme point essentiel, qui est génératrice d'activité, de recrutement de professionnels médicaux et non médicaux, et qui nous permet un équilibre financier. Donc c'est vraiment ça, ce rouage essentiel. Et si le premier vœu de l'année 2025, c'est maintenons cette démarche, cette politique des projets. Et j'y tiens absolument. Deuxième point, on avait dit qu'il n'y aurait pas de Larsen, c'est le projet médico-soignant partagé du territoire. C'est cette année que sera élaboré, sera transmis à l'ARS, le projet médico-soignant partagé du territoire. Où est-ce qu'on en est? On en est quasiment à la finalisation. Il reste à donner une structure autour de ce projet qui est fait de plusieurs filières, bien sûr, des filières de soins, avec des choses assez classiques comme l'activité de recours, l'activité de proximité, comment fonctionner entre nous. Bien sûr, il y a tout le projet d'équipe territoriale des urgences ou de la médecine d'urgence, dont nous avons signé la convention en juin dernier, en 2024, qui se met en place avec les difficultés qu'il y a, puisqu'il faut voir l'ambition de ce projet. 100 médecins urgentistes vont travailler, pour la plupart en collaboration, pour partager leurs forces au sein du territoire. Et il faut recruter, à l'instant où je vous parle, près d'une trentaine de postes d'équivalent temps plein. Ça ne se fait pas en 2 jours. Mais en tous les cas, la dynamique est là, les équipes se respectent, les établissements ont compris les enjeux, les directions sont tout à fait favorables, les présidents de CME aussi. Et enfin, j'allais dire, les chefs de service ont compris l'intérêt et ont compris le peu de risques et au contraire les avantages qu'il y avait à travailler ensemble. Donc vraiment, ça c'est un point marquant en 2024 et c'est pour 2025 un point fort de notre projet médico-soignant partagé de notre territoire. On a voulu du reste dans ce projet médico-soignant partagé inclure la médecine libérale. Donc on allait un peu plus loin que la simple organisation des soins publics puisqu'on a fait participer à nos ateliers les secteurs libéraux. Petite crainte au début de ces rencontres, mais au contraire un enrichissement sur le parcours de soins, parce qu'il nous a toujours semblé un peu ahurissant de réfléchir sur un territoire qu'entre-hospitalier, et qu'on devait réfléchir sur le territoire, et on le fait souvent lors de nos inter-CPTS, parler aussi avec le monde libéral, ça ne pouvait pas fonctionner autrement. Donc voilà, vous allez avoir un beau projet, je pense aussi en santé mentale. Nous avions besoin de redéfinir
sur le territoire, sur le département, les différentes filières. Donc ça, on entend beaucoup de ça. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, il y a beaucoup de filières. Bien sûr, une partie handicap aussi extrêmement importante et extrêmement conséquente. Vous rappelez qu'il y a quand même 20 équivalents de temps plein de praticiens hospitaliers qui sont sur le territoire, qui sont partagés par le CHU de Nîmes avec le territoire. Ça représente 70 médecins qui participent à cet effort et qui vont sur le territoire participer à l'activité d'Alès, de Bagnoles et des autres établissements. Voilà pour le deuxième point. Pour le troisième point, je profite qu'il y ait un directeur de l'ARS pour évoquer ces points. Qu'est-ce qui manque à un CHU comme le CHU de Nîmes? Il manque quelques activités quand même. Quelques activités, on m'a censuré sur l'une, donc je ne la parlerai pas, mais quelques activités universitaires qui donnent quand même une assise universitaire. La première, c'est l'état-vie. L'état-vie, nous avons les hospitaliers et les universitaires pour faire cette activité, qui vont, grâce au CHU de Montpellier, les faire sur le CHU de Montpellier. Ça représente quasiment 50% de l'activité de Montpellier, quand même, ces praticiens qui viennent, et qui viennent avec des malades du département de la ville de Nîmes pour faire cette activité à Montpellier. Il manque cette activité. Elle est bien entendu sous-entendue par une activité qui est la chirurgie cardiaque. Alors, nulle question de revendiquer la chirurgie cardiaque. Mais voilà, il va falloir que l'on réfléchisse un peu à trois, à cette activité de ta vie. Avec notre... moi, j'ai une certaine liberté. Hein, le directeur d'ARS, il ne peut pas trop me taper sur les doigts, mon directeur général, pas trop. Il n'y a que ma doyenne, mais vous avez remarqué, elle n'est pas là. Donc j'ai un peu de liberté. Voilà. Pourquoi ne pas imaginer cette activité sur le site de Nîmes? Alors, bien sûr, sans léser nos collaborateurs du monde libéral de Nîmes, et bien sûr, sans couper les ponts et toutes les attaches fortes que nous avons avec le CHU de Montpellier. Ça, on ne l'imagine pas et on ne veut pas l'imaginer. Mais on est prêt à discuter de beaucoup de choses avec notre directeur de l'ARS. Pourquoi pas un GCS? Nous, on a l'habitude. C'est notre spécialité, un peu notre marque de fabrique, les collaborations avec le privé. Donc, allons-y, soyons entreprenants. Deuxième activité, et ça, elle me touche particulièrement, elle est très importante, j'ai toujours défendu. Quand on fait de l'hématologie, oncologie dans un établissement comme le nôtre, quand on a les équipes que l'on a, quand on a les liens forts avec le CHU de Montpellier qui nous a permis de faire les autogreffes, quand on a des collaborations fortes avec le docteur Guillaume Cartron, par exemple, comment ne pas faire d'Icarticel? Bien sûr, avec toute la sécurité qu'il est nécessaire, mais comment ne pas pratiquer cette activité quand on a les équipes pour, qu'on va en avoir une augmentation de soins critiques grâce à vous pour. Voilà une des activités phares pour un CHU. Il y a même des CH qui font des carticelles. Voilà, messieurs les élus, des dossiers sur lesquels il faut nous aider. Nous avons des pharmaciens qui sont tout à fait prêts à défendre cette activité, des oncologues qui sont prêts à le faire, des Montpelliérains qui sont prêts à nous aider. Il ne reste plus qu'à, si je puis dire. Donc voilà pour les activités un peu plus stratégiques et qui sont très CHU marquées. Un point sur la recherche et l'enseignement. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Les entrepôts de données de santé, couplés à des solutions d'intelligence artificielle, la refonte de notre plan d'accompagnement et d'innovation. Rappelez juste un chiffre. Moi, je ne donne pas de chiffre, mais celui-là, quand même, me préoccupe. Je suis assez admiratif. C'est l'investissement fait pour la recherche par notre établissement, qui est de 3,6 millions d'euros, ce qui est quand même conséquent pour un établissement de notre taille, pour le développement de la recherche, l'encouragement à la recherche et à l'innovation. Enfin, on souhaite, dans cette année, effectivement, réfléchir un peu à notre organisation thématique phare de nos activités de recherche, en se focalisant sur 4 ou 5 activités phares, mais aussi sur une prospective, on va dire, commune, que l'on souhaite pour nos jeunes hospitalo-universitaires en devenir, créer une véritable pépinière, favoriser le développement et l'émergence de ces forces universitaires en les coucounant un peu, si je puis dire, au sein de notre établissement. Je souhaite là remercier la doyenne pour les réunions de prospective hospitalo-universitaires que nous avons pu avoir, remercier mes collègues montpelliérains, je les appelle ainsi, qui permettent de voir avec nous des prospectives nîmoises que l'on peut faire avec Montpellier, avec les forces des universitaires montpelliérains.
Vous rappelez qu'en termes d'universitaires, cette année est une très bonne année pour les candidats, puisque nous aurons 4 candidats proposés au poste de professeur des universités, un candidat maître de conférence et un candidat praticien hospitalier universitaire. C'est dire la recherche des candidatures que nous avons, et pour l'instant une pépinière. Petite alerte pour les 2 années qui viennent, nous n'avons pas en théorie de poste libre de professeur des universités. Il va bien falloir être là aussi inventif, mais on a l'habitude. Alors je terminerai sur quelque chose qui m'est un peu aussi cher, c'est la formation des managers et la nouvelle façon de parler du management. C'est un terme anglais, mais vous avez tous compris de quoi il s'agit. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ce n'est pas une décision d'un directeur général ou d'un président de CME. Ça ne s'impose pas, le management. Ça se sème, ça s'accompagne. En 2024, on a pu élaborer donc un parcours de prise de fonction des chefs de service. Et puis on s'est rendu compte que un chef de service, évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui est tout seul dans son environnement. Il y a des cadres de santé. Donc on s'est dit, tiens, on va aussi raccrocher les cadres de santé. Et puis un chef de service, c'est pas tout seul non plus. Un cadre de santé, c'est pas tout seul. Il y a un cadre de pôle. Donc on a rattaché la gouvernance au niveau des cadres de pôle. Donc voilà. Ainsi, on a souhaité mettre en avant les valeurs managériales dans la prise de fonction des chefs de service, des chefs de pôle, des cadres de santé. Cet esprit collaboratif et bienveillant sera l'esprit de notre CHU, et je souhaite que ce soit l'esprit de notre CHU. Comme les projets sont notre ADN, l'esprit collaboratif, respectueux des autres et bienveillant, ça doit être notre esprit. Alors ce sentiment d'appartenance que je défends tant pour notre CHU sera une évidence, puisque par définition, ça sera notre esprit. Aussi pour 2025, je souhaite que la passion nous anime, dans nos gestes au quotidien auprès des patients, dans nos gestes au quotidien dans la bonne marche, vous les avez cités, de toutes les professions de cet établissement, que la passion anime nos prises de décision, dans les gestions de nos équipes et dans notre gouvernance. Aussi pour 2025, je vous souhaite de vivre chaque instant avec passion. Bon, allez, je vais faire très court. D'abord, j'évoquerai le contexte général qui, à mon sens, conditionne le reste. Cher Didier Chaffre, pour 2025, nous allons nous souhaiter un gouvernement stable, un ministre de la Santé qui dure, un budget voté, et des élus nationaux qui soient à la hauteur des besoins et attentes de la population. Ensuite, pour le CHU, je vais vous souhaiter des moyens suffisants pour mener à bien les projets prévus. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, et je le dirai sans doute très mal. Je vais vous souhaiter à tous une excellente santé pour vous permettre d'accomplir l'ensemble de ces projets tellement nécessaires pour la population. C'est ça qui est important. Juste deux focus sur la Maison des femmes du docteur Ripard. Avec Frédéric Jacquet, le directeur de la santé, nous avions été consultés au début de ce projet. Et donc nous sommes très heureux qu'il ait vu le jour. Et nous serons présents, si vous nous invitez, pour l'inauguration. Et docteur Ripard, je soutiendrai avec mes petits moyens, puisque nous avons décidé d'affecter une partie des kits d'hygiène que nous avons récoltés cette année dans le cadre de la campagne Hygiène et précarité de la ville, et d'affecter une partie de ces kits d'hygiène à la maison des femmes pour qu'ils puissent être distribués à ces femmes. Et puis l'IFMK, c'est le projet du CHU, mais c'est aussi un projet qui est cher à Monsieur le maire, vous le savez. Donc voilà, je croise les doigts. L'année dernière, je vous avais souhaité de l'espérance. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là. L'espérance, c'est ce qui nous permet de croire en l'avenir, même quand c'est compliqué. Alors je pense que c'est toujours à propos, je vais réitérer. Et j'ajouterai de la confiance, en tant que manière d'apprivoiser l'inconnu, en tant que pari sur la bienveillance des autres et de capacité à s'appuyer sur la compétence des autres. Je vous souhaite à tous de la confiance pour conjurer la peur
la méfiance, la paranoïa, tellement destructeurs individuellement et collectivement, pour nos organisations, mais aussi pour la société tout entière. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite des élus locaux à la hauteur de vos attentes et espérances. En tout cas, on fera tout pour, avec mes collègues qui sont ici présents. Et puis, je me souhaite une paella pour ça, 2025. Voilà, belle heureuse année. Bien, Madame la Présidente, je crois que le seul vœu que je ne vais pas pouvoir exaucer, c'est de vous faire la paella, parce que ça va dépasser mes compétences. Tout d'abord, bonne et heureuse année à vous toutes et tous, à vos proches, à l'ensemble de vos équipes, à toutes celles et ceux avec qui vous travaillez, et finalement, bonne année au collectif que vous fermez au sein de ce CHU de Nîmes. Alors, le rôle de l'agence, si j'ai bien compris, Frédéric, Michel et Dolores, finalement, c'est de répondre aux vœux que vous avez exaucés, c'est ça ? Avec quand même, il faut bien le souligner, un contexte particulier pour bien démarrer l'année 2025. Effectivement, l'absence, et vous venez de le dire, Madame la Présidente, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, qui, heureusement, le pays France est bien fait, nous permet de continuer à fonctionner. Néanmoins, on voit bien, pour mener à bien l'ensemble des projets que vous avez énumérés, il faudra bien un budget, puisque sinon nous n'arriverons pas à fonctionner. Les parlementaires qui sont là dans la salle sauront faire en sorte que ça se fasse dans les meilleurs délais avec le gouvernement. Deuxième élément singulier, et le président de CME l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'épidémie de grippe auquel nous faisons face, en espérant que nous ayons peut-être atteint le pic au vu de l'activité de ce week-end, qui montre deux choses. Premièrement, nous devons redoubler nos efforts sur la prévention, sur la vaccination, sur les gestes barrières. Il n'y a pas 36 moyens de faire en sorte que le système de santé puisse faire face. Il faut l'aider. Et aider les professionnels, c'est se vacciner. Je crois qu'il faut le rappeler, il faut le marteler, et a fortiori pour nos populations fragiles, moi, je ne me satisfais pas que moins de 50% de notre population dite à risque soit vaccinée contre la grippe dans notre région. Ça devrait être 100%. 100%. Et toute personne qui ne l'est pas, c'est une personne qui, 1, se met en danger, 2, met en danger ses proches, et 3, met en danger le système de santé. Et donc, in fine, met en danger l'ensemble de la population. Je crois que c'est important de le marteler, et les soignants, par ailleurs, que vous êtes, il faut impérativement montrer l'exemple. Pour vous, parce que si jamais vous attrapez la grippe, la charge de travail va se reporter sur les collègues, et puis pour protéger les autres, pour protéger votre famille, etc. Je pense que vraiment, Michel l'a rappelé, les chiffres sont catastrophiques. Et je pense qu'il faut vraiment, et moi bien entendu, j'apporte tout mon soutien à l'ensemble des équipes, parce que le deuxième élément que je voulais signaler, une fois qu'on a fait cet effort sur la vaccination, c'est que, hélas, il faut faire face, et le seul moyen de faire face, c'est l'union. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union avec les professionnels libéraux, c'est l'union au sein des établissements entre l'ensemble des services, parce que ce n'est pas le problème des urgences, c'est bien le problème de l'intégralité de la prise en charge, et en fait, il faut impérativement trouver des lits d'hospitalisation qui, je le rappelle, ne sont pas forcément dans l'établissement. L'hospitalisation à domicile, et Frédéric l'a rappelé, en cas d'épidémie, c'est le meilleur moyen pour hospitaliser beaucoup plus de monde que nous n'avons de lits disponibles, puisqu'il faut être en capacité d'hospitaliser à la maison. Tout le monde n'a pas besoin d'être à l'hôpital. On peut faire de la médecine hospitalière à domicile. Et je pense que ça, il faut vraiment le marteler, le répéter et surtout le mettre en œuvre. Et puis c'est l'union avec l'ensemble de l'écosystème, le secteur médico-social, le secteur social. Voilà, c'est le seul moyen, et vous avez su encore une fois le démontrer tout au long des derniers jours, le moyen de faire face à l'afflux de toute épidémie, d'ailleurs quelle qu'elle soit, ou de toute catastrophe naturelle. Et vous l'avez dit, pour nos amis mahorais, pour nos collègues de Mayotte, eh bien, finalement, cet hôpital de campagne, il vient du Gard. Ne l'oublions jamais, l'hôpital d'Escrime, il est ici conçu, il est ici déployé, et je voudrais vraiment saluer l'ensemble des forces d'incendie et de secours, du SDIS, l'ensemble des forces hospitalières,
l'ensemble également des collègues de l'ARS Occitanie qui sont partis porter main forte à l'ARS de Mayotte, parce qu'ils en ont encore grandement besoin, et à mon avis, au moins pour toute l'année, puisqu'il va falloir relever tout ça. Et puis, vous l'avez dit, une fois qu'on a dit tout ça, dans l'ensemble de vos vœux, il y a effectivement le fait que le CHU rayonne sur l'ensemble de son territoire. Vous avez parlé, monsieur le président de la CME, de projets médico-soignants de territoire. Je pense qu'il faut effectivement aller sur l'universitarisation du territoire. Nous étions avec Anne Ferrer sur le projet d'universitarisation des Pyrénées-Orientales, pas plus tard que vendredi. Vous avez la chance dans ce département d'avoir carrément le CHU. Eh bien, il faut que cette image de marque, si je puis m'exprimer ainsi, du CHU soit présente sur tout le territoire. Que quand vous franchissez les portes de l'hôpital de Ponteil-sur-Boissise, vous soyez au CHU de Nîmes. Que quand vous allez à Pont-Saint-Esprit, vous êtes au CHU de Nîmes. Ça veut dire qu'avec l'ensemble des responsables de filières, des coordonnateurs de spécialités médicales et chirurgicales, ça va sortir des murs, et ce qui fera la grandeur du CHU et encore plus son excellence, c'est que vous soyez finalement partout. Et ça, je crois que vous en avez les moyens, même si le département est un peu la Lozère. N'oublions pas nos amis lozérois qui comptent beaucoup sur nous. Les 75 000 habitants de la Lozère, ils doivent pouvoir être pris en charge chez eux. Ce n'est pas aux habitants de faire le déplacement, c'est à eux, c'est à nous, professionnels, d'aller vers eux. C'est ça aussi l'aller vers, c'est d'aller vers les habitants, d'aller vers la population. Et puis, vous l'avez dit, vous avez souligné, Frédéric et Michel, tous vos projets sur la recherche, sur l'innovation, toutes vos demandes également vis-à-vis de l'agence. Ce que je veux vous dire, c'est que vous aurez toujours l'agence à vos côtés. Le directeur départemental et une partie des équipes qui se dissimulent dans la salle le savent. Le mot d'ordre, c'est toujours, et monsieur le président de l'Axos, des fois, se dit, mais il est fou ce DG, c'est toujours de dire oui. Moi, je ne dirai jamais non à un projet. Après, il y a l'art et la manière d'y arriver, il y a l'art et la manière de le construire, l'art et la manière de le financer, mais par définition, on ne peut pas dire non à un projet porté par des professionnels quand il répond à besoin des usagers. À charge finalement pour nous de trouver les voies et les moyens d'y arriver, de vous orienter, et effectivement, vous avez cité les TAVI. Je crois que le meilleur moyen d'y arriver pour faire en sorte que ce ne soient pas les habitants du Gard qui soient obligés d'aller à Montpellier, mais qu'ils soient bien pris en charge sur le Gard, ne peut passer que par une coopération, un projet construit entre les cliniques et les deux CHU. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous en aurez toujours un qui ne sera pas content, etc. Vous devez donc monter, de mon point de vue, c'est un appel que je vous fais, c'est un vœu, j'ai le droit aussi, moi, de temps en temps, le vœu que vous fassiez ce projet de coopération publique-privée sur nos malades souffrant de cardiologie. Nous avons, ne l'oubliez pas, un ministre, par ailleurs cardiologue. Nous pourrons donc le faire venir pour inaugurer et porter cette première pierre. Je l'espère. Voilà, je vous encourage à porter ce projet-là. Et puis, sur la cancérologie et les carticelles, j'avoue que je découvre que vous n'aviez pas effectivement cette possibilité-là, ce qui m'étonne, parce que effectivement, dans des vies antérieures, j'ai poussé et porté des projets pour des établissements de taille bien inférieure à celle du CHU de Nîmes, qui par ailleurs n'était en rien universitaire complètement. Donc il faut qu'on regarde ça. Moi, je n'ai pas aucune opposition là-dessus. Je pensais en fait que vous étiez déjà autorisé. Alors je crois qu'il faut que ça soit inscrit dans un sujet national, etc. Mais je ne doute pas que nous serons persuadés. Voilà. Encore une fois, moi, j'ai noté tous vos vœux et je vais m'employer avec l'ensemble des équipes de l'agence à faire en sorte qu'ils soient exaucés, parce que Dolores, vous l'avez dit, de l'espérance, de la confiance. Moi, je suis un éternel optimiste. Je reste convaincu qu'avec des équipes motivées, engagées comme vous, eh bien, on peut qu'y arriver, que les effets de la fin du numerus clausus vont porter leurs fruits dès l'année prochaine. Nous aurons plus d'internes. Nous allons mailler nos territoires, y compris en médecine générale. Et puis, ces internes supplémentaires que nous aurons, ce sont nos médecins de demain. Ce sont les médecins de 2030. C'est eux qui vont venir compléter l'ensemble des équipes. Et c'est vrai en médecine, c'est vrai en odonto, c'est vrai en pharmacie. Donc il faut rester optimiste là-dessus. Et puis bien entendu, la confiance, c'est confiance en vous, mais c'est aussi pour les autorités que nous sommes, avoir confiance en vous. Moi je reste convaincu
que savoir vous dire oui, c'est reconnaître l'excellence que vous êtes et savoir vous faire confiance dans tout ce que vous faites et vous accompagner, et accessoirement avec quelques moyens financiers, mais ça, nous y arrivons généralement quand même encore. Donc, belle et heureuse année 2025. Prenez soin de vous, et j'en terminerai par là, parce que je crois que pour bien prendre en charge les autres, il faut avant tout bien prendre soin de soi, être en bonne santé. Et donc, je vous souhaite, en fait, à toutes et tous, une excellente santé pour l'année 2025. Bien, merci à tous. Pour ceux qui en ont le temps, je vous propose de partager un petit verre de l'amitié. Merci, bonne année à tous.